Installez-vous confortablement, bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de l'autostoppeur qui connaissait les détails de ma propre mort. Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, et pendant longtemps j'ai cru que ma vie était d'un ennui presque rassurant. Je travaille comme infirmière de nuit dans un service de soins palliatifs, un métier que j'ai choisi parce que je voulais être utile aux gens dans leurs derniers instants. J'habite seule depuis mon divorce, dans un petit pavillon en périphérie d'une ville moyenne, à 40 minutes de l'hôpital. Chaque soir, je prends ma voiture, une vieille Clio grise que mon père m'a laissée, et je roule sur une départementale bordée de champs et de forêts basses. C'est un trajet que je connais par cœur, que je pourrais faire les yeux fermés, et c'est justement ce qui m'a perdu cette nuit-là. Parce qu'on ne se méfie jamais de ce qu'on connaît trop bien. On croit que l'habitude nous protège, qu'elle trace un chemin sûr dans le noir. Je vais vous prouver ce soir que c'est faux, que l'habitude peut au contraire être la porte par laquelle l'inexplicable se glisse. C'était un mardi de novembre, il pleuvait depuis 3 jours sans discontinuer, cette pluie fine et grise qui colle aux vitres et qui rend les phares presque inutiles. Je venais de terminer ma garde à 23 heures, épuisée comme toujours après une nuit à accompagner des patients qui n'en avaient plus pour longtemps. Ce soir-là particulièrement, j'avais tenu la main d'un homme de 72 ans jusqu'à son dernier souffle, et quelque chose en moi était resté suspendu, comme si une partie de moi avait quitté la pièce avec lui. Je me souviens d'avoir pensé, en montant dans ma voiture, que la mort des autres finissait toujours par vous rappeler la vôtre. La route était complètement déserte, comme d'habitude à cette heure. Pas un phare à l'horizon, pas une lumière dans les fermes que je longeais. Seul le bruit régulier des essuie-glaces rythmait le silence de l'habitacle. J'avais mis la radio, une station qui passait de la musique douce, presque pour me tenir compagnie. C'est à ce moment-là que je l'ai vue, à environ 2 kilomètres de chez moi, juste après le virage qui longe le bois communal. Une silhouette immobile sur le bas-côté, le pouce à peine levé, comme si elle savait déjà que j'allais m'arrêter. Je n'avais jamais pris d'autostoppeur de ma vie, jamais, mes parents me l'avaient trop répété enfant. Mais cette nuit-là, sans que je comprenne vraiment pourquoi, j'ai ralenti, puis je me suis arrêtée. Peut-être que c'était la fatigue, peut-être que c'était la mort de ce patient qui m'avait rendu plus sensible à la détresse des autres. Peut-être aussi que quelque chose en moi savait déjà, sans le savoir, que je ne pouvais pas faire autrement. L'homme s'est approché lentement de la vitre passager et j'ai remarqué qu'il ne portait presque rien pour se protéger de la pluie, une veste fine, trempée, un sac à dos usé sur l'épaule et un visage que je n'arrivais pas vraiment à distinguer dans la pénombre. Il a ouvert la portière sans que j'aie eu le temps de dire un mot et il s'est installé calmement comme s'il montait dans sa propre voiture. Une odeur étrange est entrée avec lui dans l'habitacle, un mélange de terre mouillée et de quelque chose de plus âcre que je n'arrivais pas à identifier. Je me souviens d'avoir eu un pincement au ventre à cet instant précis, un signal d'alarme silencieux que j'ai choisi d'ignorer. J'ai redémarré en lui demandant simplement où il allait, d'une voix que j'espérais assurée. Il m'a répondu qu'il allait dans la même direction que moi, tout simplement, sans donner de nom de ville ou de destination précise. Sa voix était basse, posée, presque trop calme pour un homme trempé qui venait de passer un temps indéterminé sous la pluie. J'ai jeté un rapide coup d'œil vers lui et j'ai eu l'impression, l'espace d'une seconde, qu'il me fixait déjà avant même que je ne tourne la tête. Ses yeux, dans la lumière verdâtre du tableau de bord, semblaient anormalement clairs, presque transparents. Les premiers kilomètres se sont passés dans un silence pesant, seulement troublé par le raclement des essuie-glaces et la musique douce de la radio. Je sentais son regard posé sur moi, un regard qui ne sciait pas, qui semblait m'étudier avec une attention que je trouvais déplacée. J'ai essayé de me raisonner, de me dire que j'étais simplement fatiguée, que la mort de mon patient m'avait rendu paranoïaque. Mais mon corps, lui, ne me mentait pas, et mes mains se sont crispées sur le volant sans que je puisse les détendre. C'est là qu'il a commencé à parler, d'une voix douce et posée qui contrastait étrangement avec ce qu'il disait. Il m'a dit qu'il connaissait cette route, qu'il l'avait empruntée de nombreuses fois et qu'il savait exactement ce qui s'y passait la nuit. J'ai souri poliment, pensant qu'il s'agissait d'une simple remarque de voyageur habitué, et je lui ai répondu que je faisais ce trajet chaque soir depuis des années. Il a hoché la tête lentement, comme si cette information ne faisait que confirmer quelque chose qu'il savait déjà. Puis il a ajouté, sur ce même ton neutre et presque affable, qu'il savait aussi comment cette route finirait par m'être fatale. J'ai ri, d'un rire nerveux, pensant à une plaisanterie de mauvais goût, le genre de blague noire que certains hommes aiment faire pour tester les limites d'une inconnue. Mais il n'a pas ri avec moi, il est resté parfaitement immobile, le regard fixé droit devant lui, sur la route qui défilait sous la pluie. Un silence différent s'est installé alors, plus dense, plus inconfortable que le précédent. J'ai voulu changer de sujet, lui demander depuis combien de temps il était sur cette route sous la pluie, comment il en était arrivé là. Il n'a pas répondu à ma question, comme s'il ne l'avait tout simplement pas entendue ou comme si elle ne l'intéressait pas.
À la place, il m'a demandé, de sa voix toujours aussi douce, si je savais quel jour on serait dans exactement 3 semaines. J'ai bredouillé une date approximative, déstabilisé par l'étrangeté de la question, sans comprendre où il voulait en venir. Il a hoché la tête à nouveau, satisfait apparemment de ma réponse, et il m'a dit que ce jour-là, je conduirais cette même voiture, sur cette même route, presque à la même heure. Il a précisé qu'il pleuvrait encore, une pluie plus forte que celle de ce soir, et que le bitume serait particulièrement glissant à hauteur du grand chêne du virage. Mes mains ont commencé à trembler légèrement sur le volant, et j'ai senti une chaleur désagréable me monter au visage malgré le froid ambiant. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse descendre au plus vite, que cette conversation n'avait plus rien de normal. Mais avant que je puisse formuler quoi que ce soit, il a continué avec ce même calme effrayant qui n'appartenait à aucune personne saine que j'avais rencontrée jusque-là. Il m'a décrit avec une précision chirurgicale la façon dont ma voiture quitterait la route ce soir-là, glisserait sur le bas-côté détrempé et viendrait heurter le tronc du grand chêne. Il a mentionné un détail que personne ne pouvait connaître, à savoir que je porterais ce soir-là un gilet rouge, celui que ma sœur m'avait offert pour mon anniversaire quelques semaines plus tôt et que je n'avais encore jamais porté. Un frisson glacé a parcouru toute ma colonne vertébrale et j'ai eu l'impression pour la première fois de ma vie que le temps lui-même s'était mis à ralentir autour de moi. J'ai tenté de garder mon calme, de me raccrocher à la logique, en me disant qu'il avait pu me voir porter ce gilet, qu'il avait peut-être suivi mes habitudes, qu'il s'agissait d'un simple malade qui aimait effrayer les gens qu'il croisait sur la route. Mais une part de moi, plus profonde, plus instinctive, savait déjà que cette explication ne tenait pas, que ce gilet était encore dans son emballage, chez moi, dans le fond de mon armoire. J'ai serré le volant plus fort, cherchant un endroit où m'arrêter, un lieu éclairé, une présence humaine à qui demander de l'aide. Mais la route restait désespérément vide, comme si le monde entier avait choisi cette nuit précise pour m'abandonner à cette présence inconnue. Il a continué de parler, sans que je lui demande rien, énumérant d'autres détails avec la même froideur clinique. Il m'a dit que je porterais également ce soir-là une petite chaîne en argent avec un pendentif en forme d'étoile, un bijou que je ne possédais pas encore mais que quelqu'un m'offrirait avant la date fatidique. Il a précisé que la radio jouerait une chanson précise au moment de l'impact, un titre que je ne connaissais pas mais dont il m'a fredonné les premières notes d'une voix étrangement mélodieuse pour un homme aussi inquiétant. J'ai senti mon souffle se bloquer dans ma poitrine, incapable de dire un mot, tandis que la pluie redoublait d'intensité contre le pare-brise. À ce moment-là, j'ai pris la décision de m'arrêter, peu importe où nous étions, peu importe le danger que représentait le fait de le laisser descendre sur une route déserte en pleine nuit. J'ai freiné brusquement, la voiture a légèrement dérapé sur le bitume mouillé avant de s'immobiliser sur le bas-côté. Je me suis tournée vers lui, prête à lui demander de sortir, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge en découvrant son visage sous la lumière du plafonnier que je venais d'allumer. Ces traits, que je n'avais jusque-là distingués que dans la pénombre, m'ont semblé étrangement familiers, comme un souvenir enfoui que je n'arrivais pas à remettre en place. Il n'a montré aucune surprise face à mon geste, aucune agressivité non plus, seulement cette même expression sereine et légèrement triste qu'il affichait depuis le début. Il m'a dit, avant même que j'aie pu articuler quoi que ce soit, que je pouvais le faire descendre si je le souhaitais, que cela ne changerait rien à ce qui allait se produire. Il a ajouté que certaines personnes rencontrent ce genre d'avertissement une seule fois dans leur existence et que la façon dont elles choisissent d'y réagir détermine ce qui suit. Ces mots résonnaient en moi avec une gravité presque religieuse, comme s'il ne s'agissait pas d'une simple menace, mais d'une forme d'offrande. J'ai réussi à retrouver ma voix, tremblante, pour lui demander qui il était réellement et comment il pouvait connaître des détails aussi intimes de ma vie. Il m'a regardé longuement, avec une expression que je ne saurais décrire autrement que comme de la compassion, et il m'a dit qu'il n'était pas là pour me faire du mal. Il m'a expliqué, toujours de cette voix douce et posée, qu'il avait pris cette route de nombreuses fois auparavant, dans d'autres circonstances, avec d'autres personnes, et que certaines routes portaient en elles la mémoire de ce qui devait arriver. Je ne comprenais rien à ce qu'il racontait, mais chaque mot qu'il prononçait s'imprimait en moi avec une force que je ne pouvais pas ignorer. Il m'a alors demandé de le déposer un peu plus loin, au niveau exact du grand chêne dont il avait parlé plus tôt. J'ai hésité longuement, tiraillé entre la peur viscérale de continuer ce trajet avec lui et une curiosité malsaine qui me poussait à vouloir comprendre. Finalement, sans vraiment savoir pourquoi, j'ai redémarré la voiture et repris la route, roulant au pas, les mains toujours crispées sur le volant. La pluie tombait maintenant avec une violence inhabituelle, comme si le ciel entier avait décidé de se joindre à cette scène irréelle. Lorsque nous sommes arrivés à hauteur du grand chêne, il m'a demandé de m'arrêter, ce que j'ai fait sans discuter, mon corps agissant presque indépendamment de ma volonté. Il est resté silencieux un long moment, regardant l'arbre à travers la vitre embuée, comme s'il contemplait un lieu chargé d'une signification que lui seul pouvait saisir.
Puis il s'est tourné vers moi et il m'a dit, d'une voix presque tendre, que je devais me souvenir de cette nuit dans 3 semaines, que je devais me souvenir de cette conversation au moment précis où je sentirais les roues glisser sur le bitume mouillé. Il m'a assuré que ce souvenir, et lui seul, ferait toute la différence entre continuer à vivre et rester à jamais sur cette route. Il a ouvert la portière et un courant d'air glacé s'est engouffré dans l'habitacle, chargé de cette même odeur de terre mouillée qui m'avait frappé au moment où il était monté. Avant de descendre complètement, il s'est retourné une dernière fois vers moi et il m'a dit une phrase que je n'ai jamais pu oublier depuis, une phrase qui continue de résonner dans mes nuits. Il m'a dit que la mort n'était pas toujours une fin, mais parfois simplement un rendez-vous que l'on pouvait choisir de manquer. Puis il est descendu, a refermé la portière doucement et s'est éloigné dans la pluie battante sans jamais se retourner. Je suis resté figé un long moment, incapable de bouger, le regard fixé sur le rétroviseur, attendant de voir sa silhouette s'estomper dans la nuit. Mais lorsque mes yeux se sont enfin posés sur le miroir, la route derrière moi était complètement vide. Aucune silhouette, aucune trace de pas, aucune ombre s'éloignant sous la pluie. Comme s'il n'était jamais réellement descendu de la voiture, comme s'il s'était simplement dissous dans l'air humide de la nuit. J'ai mis de longues minutes avant de retrouver la force de redémarrer, mes mains tremblant si fort que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour tourner la clé de contact. Le trajet jusqu'à chez moi, pourtant si court d'habitude, m'a paru durer une éternité, chaque virage me ramenant le souvenir glaçant de cette voix posée, énumérant les détails de ma propre mort. Une fois arrivé, je me suis enfermé à double tour, j'ai vérifié chaque fenêtre, chaque porte, comme si un danger tangible pouvait encore me suivre à l'intérieur de ma propre maison. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni les suivantes, hanté par cette phrase répétée en boucle dans ma tête, ce rendez-vous que je pouvais choisir de manquer. Dans les jours qui ont immédiatement suivi cette rencontre, j'ai vécu dans un état de vigilance permanente que je n'avais jamais connu auparavant. Le moindre bruit dans ma maison me faisait sursauter, chaque ombre projetée par les lampadaires de la rue prenait à mes yeux une consistance menaçante. Je me surprenais à vérifier plusieurs fois par nuit que mes portes étaient bien verrouillées, alors même que je savais pertinemment les avoir fermées. Mon sommeil, déjà fragile à cause de mes horaires de nuit, est devenu presque inexistant, ponctué de réveils brusques où je croyais entendre une voix douce prononcer mon prénom. Au travail, mes collègues ont rapidement remarqué mon changement d'attitude, mes cernes de plus en plus prononcées, mon silence inhabituel pendant les pauses. L'une d'elles, Sandrine, avec qui je partage souvent mes gardes, m'a demandé si tout allait bien, si quelque chose me pesait dans ma vie personnelle. J'ai hésité longuement avant de lui raconter, par bribes, ce qui s'était passé sur cette route, m'attendant à ce qu'elle me réponde par un sourire moqueur ou une explication rationnelle rassurante. Mais Sandrine, contrairement à ce que j'imaginais, est restée étrangement silencieuse avant de me confier qu'elle avait grandi dans ce village et que sa grand-mère lui avait toujours interdit de s'arrêter près de ce grand chêne, sans jamais vouloir lui expliquer pourquoi. Cette confidence, loin de me rassurer, a renforcé le sentiment oppressant qui ne me quittait plus, celui d'être prise dans un engrenage bien plus ancien que ma propre existence. J'ai commencé à éviter autant que possible de sortir seule le soir, préférant demander à des collègues de me raccompagner ou de faire un détour, même si cela rallongeait considérablement mon trajet. Mais très vite, j'ai compris que fuir physiquement cette route ne suffirait pas à apaiser l'angoisse qui s'était installée en moi, tant elle semblait provenir d'un endroit bien plus profond que la simple peur d'un accident de voiture. Chaque soir, avant de m'endormir, je repassais en boucle dans ma tête chaque détail de cette conversation, cherchant désespérément un indice qui m'aurait échappé, une clé pour comprendre ce qui m'attendait réellement. Un soir, alors que je peinais à trouver le sommeil, je me suis relevée pour aller chercher une vieille boîte à chaussures dans le fond de mon armoire, celle où je conserve les photographies de famille les plus anciennes. Sans savoir exactement ce que je cherchais, j'ai feuilleté ces clichés jaunis pendant de longues minutes, m'arrêtant sur une photographie de mon grand-père prise dans les années 60, non loin de cette même route de campagne. En observant attentivement le paysage derrière lui, j'ai reconnu avec un frisson glacial la silhouette caractéristique du grand chêne, déjà majestueux à l'époque, planté au même endroit précis où j'avais déposé l'autostoppeur. Cette découverte a fait naître en moi une question à laquelle je n'avais jamais songé auparavant, celle de savoir depuis combien de générations cet arbre et cette route exerçaient une forme d'emprise sur les habitants de la région. Les jours qui ont suivi ont été les plus étranges de toute mon existence. Je me suis mise à observer chaque détail de mon quotidien avec une attention paranoïaque, cherchant les signes annonciateurs de ce qu'il m'avait décrit. Une semaine après cette rencontre, ma sœur m'a offert, sans raison particulière, une petite chaîne en argent avec un pendentif en forme d'étoile, exactement comme il l'avait prédit. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines en ouvrant ce cadeau, et j'ai dû m'asseoir pour ne pas défaillir devant elle. À partir de ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais plus ignorer cet avertissement.
que la logique et la raison ne suffisaient plus à expliquer ce qui m'arrivait. J'ai commencé à faire des recherches dans mes moments de repos entre deux gardes, essayant de comprendre si d'autres personnes avaient vécu une expérience similaire sur cette même route. J'ai fini par tomber sur un article local, vieux de plusieurs décennies, racontant la mort d'un jeune homme qui avait percuté ce même grand chêne un soir de pluie en rentrant de son travail. Selon l'article, plusieurs témoins juraient avoir vu, dans les mois précédant l'accident, un homme au bord de la route correspondant à une description étrangement similaire à celle de mon passager. Je me suis alors souvenu avec une clarté effrayante des traits de son visage, ceux que j'avais trouvés si familiers sous la lumière du plafonnier. En cherchant une photo d'archive du jeune homme décédé dans cet accident, j'ai reconnu avec une horreur glaciale les mêmes traits, le même regard, la même expression sereine et triste. Comme si cet homme, mort depuis des décennies sur cette route, était devenu une sorte de gardien tragique, condamné à avertir ceux qui allaient suivre son propre destin. Cette découverte, loin de me rassurer, a renforcé ma conviction que le danger qui pesait sur moi était bien réel, ancré dans quelque chose que je ne pouvais ni comprendre ni contrôler entièrement. J'ai fini par me rendre à la mairie du village voisin un après-midi où je n'étais pas de garde pour consulter les archives locales et essayer d'en apprendre davantage sur l'histoire de cette route. L'employée qui m'a reçue, une femme d'une soixantaine d'années au regard bienveillant, m'a semblé légèrement surprise par ma requête avant de m'orienter vers une salle poussiéreuse remplie de dossiers cartonnés. J'y ai passé de longues heures, parcourant des coupures de presse jaunies, relatant divers faits divers survenus sur cette départementale au fil des décennies. Au-delà de l'accident du jeune homme que j'avais déjà découvert, j'ai trouvé mention d'au moins 3 autres incidents similaires, tous survenus un soir de pluie, tous impliquant une sortie de route au niveau du même virage. Ce qui m'a le plus troublé, ce n'était pas tant la répétition de ces drames que les témoignages recueillis après coup, qui évoquaient tous, avec des mots différents mais une même trame de fond, la présence d'un homme au bord de la route dans les jours précédant chaque accident. Un témoignage en particulier, datant d'une vingtaine d'années auparavant, rapportait les propos d'une conductrice ayant miraculeusement survécu à sa sortie de route, affirmant avoir été prévenue par un inconnu de ce qui allait se produire, exactement comme cela m'était arrivé. Cette femme, selon l'article, avait choisi de ralentir considérablement en approchant du virage fatidique, contrairement aux victimes précédentes, et s'en était sortie avec seulement quelques contusions. J'ai refermé ce dossier les mains tremblantes, comprenant peu à peu que je n'étais ni la première, ni probablement la dernière, à recevoir ce genre d'avertissement sur cette route maudite. Les 3 semaines qui me séparaient de la date fatidique se sont écoulées dans une angoisse permanente, un compte à rebours silencieux qui rythmait chacune de mes journées. J'ai envisagé de changer complètement de trajet, d'emprunter une autre route pour rentrer chez moi après mes gardes de nuit, pensant naïvement que cela suffirait à échapper à mon destin. Mais une intuition profonde, presque animale, me disait que fuir la route ne suffirait pas, que ce qui devait arriver trouverait un autre chemin pour se réaliser si je ne l'affrontais pas directement. J'ai donc pris une décision qui allait à l'encontre de tout instinct de survie, celle de reprendre exactement le même trajet, la même heure, ce soir précis qu'il avait annoncé. Le jour fatidique est arrivé plus vite que je ne l'aurais voulu et j'ai passé ma garde de nuit dans un état second, incapable de me concentrer pleinement sur mes patients malgré tous mes efforts. En sortant de l'hôpital ce soir-là, j'ai remarqué que le ciel s'était couvert d'épais nuages noirs, exactement comme il m'avait décrit, et une pluie fine a commencé à tomber au moment où je suis montée dans ma voiture. J'ai réalisé avec un frisson glacé que je portais justement ce soir-là le gilet rouge offert par ma sœur, un choix vestimentaire totalement anodin que j'avais fait sans même y penser en me préparant le matin. Autour de mon cou pendait la petite chaîne en argent avec l'étoile que je portais depuis qu'elle me l'avait offerte, sans jamais avoir réellement établi le lien avec cette prophétie funeste. J'ai roulé lentement, bien plus lentement que d'habitude, mes mains serrées sur le volant, mon regard scrutant chaque recoin de la route à travers la pluie qui redoublait d'intensité à mesure que j'approchais du fameux virage. J'ai allumé la radio, presque malgré moi, cherchant une distraction, et c'est à ce moment précis qu'une chanson que je ne connaissais pas a commencé à jouer, une mélodie étrangement familière que j'ai reconnue immédiatement comme celle qu'il avait fredonnée ce soir-là dans la voiture. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre et j'ai senti une sueur froide couler le long de ma nuque malgré le froid ambiant. J'ai su avec une certitude absolue que le moment qu'il m'avait annoncé était arrivé, que j'étais désormais au cœur même de la prophétie. En approchant du grand chêne, j'ai vu, à travers le rideau de pluie, une silhouette immobile sur le bas-côté, exactement à l'endroit où il était descendu de ma voiture 3 semaines plus tôt. Mon premier réflexe a été la panique, une envie irrépressible d'accélérer pour dépasser cet endroit au plus vite, mais je me suis souvenu de sa phrase, de ce rendez-vous que je pouvais choisir de manquer. J'ai ralenti au maximum, presque au pas, mes phares balayant la silhouette qui ne bougeait pas, qui semblait m'attendre patiemment sous la pluie battante.
Je me suis forcée à respirer profondément, à ne pas céder à la panique qui menaçait de me faire perdre le contrôle du véhicule, comprenant instinctivement que c'était précisément cette panique qui devait causer l'accident. En passant lentement devant lui, je l'ai enfin vu clairement dans la lumière blanche de mes phares, ce même visage triste et serein que j'avais vu 3 semaines auparavant. Il n'a pas levé le pouce cette fois, il est resté parfaitement immobile, et j'ai eu l'impression fugace qu'il hochait légèrement la tête, comme pour saluer une reconnaissance, ou peut-être une victoire silencieuse. Je n'ai pas ralenti davantage, je n'ai pas non plus accéléré, j'ai simplement maintenu ma vitesse réduite, mes yeux rivés sur la route détrempée, refusant de céder à la peur qui aurait pu me faire perdre le contrôle. Le grand chêne est apparu devant moi, imposant dans la lumière des phares, et j'ai senti mon corps entier se raidir en anticipation d'un choc que je redoutais depuis 3 semaines. Mais rien ne s'est produit. Ma voiture a franchi le virage sans le moindre dérapage, les pneus adhérant parfaitement au bitume malgré la pluie battante. Je suis passé devant l'arbre sans encombre, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. J'ai continué à rouler, lentement, jusqu'à ce que les lumières de mon quartier apparaissent enfin à l'horizon, comme un refuge tant espéré. En jetant un dernier regard dans mon rétroviseur, j'ai vu la silhouette de l'homme s'estomper progressivement dans la pluie, comme si elle se dissolvait dans l'obscurité même de la nuit. J'ai compris à cet instant précis que ce n'était pas la route qui avait été dangereuse, ni le hasard d'un simple accident de la circulation. C'était ma propre panique, ma propre précipitation, qui avait été le véritable danger tout du long, et que cet homme, quel qu'il fût, avait tenté de m'avertir non pas d'un destin immuable, mais d'un piège que je pouvais éviter en gardant mon calme. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je me suis effondrée sur mon canapé, épuisée mais vivante, avec le sentiment étrange d'avoir traversé quelque chose que la raison seule ne pourrait jamais m'expliquer entièrement. Depuis cette nuit, je continue d'emprunter cette même route chaque soir pour rentrer de l'hôpital, mais je ne roule plus jamais aussi vite qu'avant. Je n'ai plus jamais revu cet homme, ni sur cette route, ni ailleurs, et une partie de moi espère sincèrement ne jamais le croiser à nouveau. Mais je pense souvent à lui, à ce visage triste et serein, à cette voix douce qui énumérait les détails de ma propre mort avec une précision presque bienveillante. Je me demande parfois s'il continue d'attendre, sur le bord d'une route quelconque, une autre personne à qui offrir ce même avertissement funeste. Quelques mois après cette nuit décisive, j'ai croisé par hasard, dans un supermarché de la ville voisine, la conductrice dont j'avais lu le témoignage dans les archives de la mairie. Je l'ai reconnue à sa photo, malgré les années qui étaient passées, et je me suis approchée d'elle avec une hésitation mêlée d'urgence, consciente de l'étrangeté de ma démarche. Nous avons fini par nous asseoir dans un café voisin, et pendant plus d'1 heure, nous avons comparé nos souvenirs respectifs, découvrant avec un mélange de soulagement et d'effroi à quel point nos expériences se ressemblaient. Elle aussi avait vu ce même visage triste et serein, elle aussi avait entendu cette voix douce énumérer des détails d'une précision troublante, et elle aussi avait choisi, au moment décisif, de ralentir plutôt que de céder à la panique. Cette rencontre m'a permis de comprendre que je n'étais pas seule à porter ce souvenir, que d'autres avant moi avaient traversé cette même épreuve et en étaient ressortis transformés, habités par une prudence nouvelle face à la route et face à la vie en général. Nous avons évoqué ensemble l'hypothèse selon laquelle cet homme ou cette entité ne cherchait peut-être pas à nuire, mais à briser une chaîne de tragédies qui se répétait depuis des générations sur ce tronçon de route. Peut-être qu'il avait lui-même été victime autrefois d'un accident semblable et que la conscience qui subsistait de lui, quelle qu'en soit la nature exacte, cherchait désormais à épargner à d'autres le sort qui avait été le sien. Cette pensée, aussi étrange soit-elle, m'a apporté un apaisement que je n'espérais plus trouver depuis cette nuit de novembre. Depuis cette rencontre avec cette femme, je n'ai plus jamais abordé ce sujet avec qui que ce soit d'autre, consciente que peu de gens seraient capables de comprendre sans me juger ou sans douter de ma santé mentale. Mais chaque soir, en passant devant le grand chêne sur le chemin du retour, je ralentis instinctivement, par respect autant que par prudence, comme si je saluais silencieusement une présence que je ne pourrais jamais vraiment expliquer. Parfois, les nuits de pluie particulièrement intenses, j'ai l'impression furtive d'apercevoir une silhouette immobile près de l'arbre, mais elle disparaît toujours avant que je puisse vraiment m'en assurer, comme un effet d'optique né de mon imagination fatiguée. Je ne saurai probablement jamais avec certitude que si c'est réellement produit cette nuit-là, ni qui était véritablement cet homme monté dans ma voiture sous la pluie battante. Ce que j'ai appris de cette expérience, au-delà de la peur qu'elle m'a laissée, c'est que certains signes que l'on croit destinés à nous effrayer sont peut-être en réalité une forme étrange de protection. Je ne saurais dire avec certitude qui était réellement cet homme s'il s'agissait du fantôme de ce jeune homme mort des décennies plus tôt ou d'une entité bien plus ancienne et bien plus complexe. Mais je sais que sans cette rencontre, sans cette nuit de pluie où j'ai eu si peur, je ne serais probablement plus là aujourd'hui pour vous raconter cette histoire.
Et c'est peut-être là, finalement, la leçon la plus importante que garde cette route bordée d'un grand chêne, quelque part dans la campagne où je vis toujours. Aujourd'hui encore, je continue mon métier d'infirmière de nuit, accompagnant d'autres personnes dans leurs derniers instants, avec le sentiment étrange d'avoir moi-même frôlé cette frontière invisible entre la vie et la mort. Je regarde désormais chaque route sombre, chaque silhouette au bord du chemin, avec un mélange de respect et de vigilance que je n'aurais jamais imaginé possible auparavant. Si un jour vous croisez sur une route de campagne un soir de pluie un homme au regard triste qui semble en savoir bien trop sur vous, écoutez-le attentivement. Il se pourrait bien qu'il ne cherche, comme cela a été le cas pour moi, qu'à vous ramener saine et sauve de l'autre côté de la nuit. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne À la lueur de la bougie pour ne manquer aucun de nos prochains témoignages. Prenez soin de vous et de vos proches. Rendez-vous demain soir à la lueur de la bougie.